d'eau sur tout le long de l'ouvrage. C'était ma première question. Et la deuxième, c'était pour rebondir, vous disiez donc que vous aviez un préaccord dès 2011 donc avec NGE autour de ce projet. Et du coup, je voulais savoir si vous travailliez déjà avec la filiale de NGE qui avait construit la déviation publique depuis Lorens. Donc c'était en 2008. Est-ce que vous étiez déjà donc partenaire à cette époque-là? Merci beaucoup. On va peut-être prendre toutes les autres questions. Madame Héraudy. D'accord, votre question dépendra de la réponse. Madame Ferrer, peut-être? Idem. D'accord, vous êtes en train. Ok, alors allez-y. Alors, je vais répondre à votre deuxième question. Non, nous ne travaillons pas sur la déviation depuis Lorens en 2008 avec le groupe NGE. Donc, c'est assez simple. Sur les études de CETEC Hydratec, alors, il faut préciser qu'est-ce que c'est que les études hydrauliques. Déjà, CETEC Hydratec, effectivement, a travaillé, je vous le dis, alors, dans le cadre de la maîtrise d'œuvre intégrée, donc sur les études hydrauliques des cours d'eau principaux, et a même travaillé au préalable, je crois, pour ASF, mais je pourrais vous préciser ça dans la réponse aux questions. Au stade de la DUP, je pense que c'est pour le Giroud, mais on vous confirmera la réponse écrite. Donc ces études hydrauliques, elles ont eu lieu sur le Giroud qui est longé par la 680 et la 69, et puis l'Agou et excusez-moi, je ne connais pas ce cours d'eau, le Bernazobre, dans le Tarn, voilà. Vous connaissez sans doute mieux que moi, Monsieur le Président. Donc l'objectif des études hydrauliques, c'est quoi? C'est d'abord, les ingénieurs définissent en coordination avec les services de l'État les débits de projet à prendre en compte pour le dimensionnement des ouvrages. Le but principal, on va dire, parce qu'il y a des buts secondaires, c'est de dimensionner les ouvrages et notamment de franchissement, effectivement, et d'analyser les impacts du projet. Donc la première chose, c'est de définir en concertation avec les services de l'État qui ont l'expérience en la matière, les débits de projet, c'est-à-dire le Q100 dans notre jargon, encore une fois, ou des débits plus connus et plus documentés. Ensuite, les ingénieurs modélisent les écoulements de ces crues, de ces cours d'eau, sur l'état initial et sur l'état actuel avant projet, et à différentes occurrences. Donc Q2, donc tous les 2 ans, Q10 c'est tous les 10 ans, Q50, Q100. Donc Q, ça veut dire c'est l'occurrence, c'est-à-dire que ce niveau d'eau est atteint en moyenne une fois tous les 100 ans. Et puis ensuite, à l'aide de ce modèle qui est ensuite réalisé, de modéliser les incidences du projet d'infrastructure sur les écoulements, voilà, et donc de définir les mesures de réduction, donc d'adaptation des ouvrages pour le coup, ou d'aider à la définition des mesures compensatoires qui sont effectivement liées avec l'hydraulique. Je pense par exemple à la compensation des remblais s'il y en a dans des zones inondables. Voilà. Et puis, donc pour faire ça, les ingénieurs, ils analysent d'abord les études antérieures, notamment celles qui ont été réalisées pour la DUP. Ensuite, on utilise des acquisitions topographiques et de terrain. Pour le coup, celles-là qui sont, nous, qu'on aide à définir, mais elles sont réalisées par le constructeur. Et puis, ils font des visites, les ingénieurs font des visites de sites, notamment sur les points particuliers qui sont identifiés. Et puis ensuite, il y a les échanges avec les services de l'État. Et enfin, pour modéliser tout ça, il y a des logiciels spécifiques. Alors, je serais bien en peine de vous les citer. Si vous voulez, je vous les citerai dans la réponse écrite quand j'aurai demandé aux experts. Enfin, ils sont connus et éprouvés dans le domaine. Voilà. Alors, donc, est-ce que ça garantit la non-inondabilité? Par définition, vous savez, on est des ingénieurs, donc ça la garantit tant qu'il n'y a pas l'exception qui confirme la règle. Non, en tout cas, nous, on est sur de la statistique. C'est-à-dire que voilà, on modélise jusqu'à Q100, et c'est ça notre métier, c'est de modéliser statistiquement qu'à Q100, l'autoroute n'est pas inondée. Merci pour votre réponse. Vous avez un complément de question peut-être? Oui, vraiment très rapide. Juste, du coup, est-ce que vous engagez la responsabilité de votre bureau d'études justement sur le risque inondation, qui du coup, de fait, va être modifié dans le cadre de ce projet ou pas?
Alors, est-ce que vous pouvez préciser la question? C'est si l'autoroute est inondée, est-ce que nous sommes responsables? Ce sera probablement la chaîne des responsabilités Oui, politique, alors, le comme je vous disais, concessionnaire qui se retournera contre vous dans le cadre d'une action on fait responsabilité. partie d'une chaîne de valeur dans ce cas-là. Alors, oui, voilà, je ne sais pas quoi répondre à votre question précisément, mais voilà. mais simplement, voilà, faudrait analyser pour quelles raisons nous serions responsables, etc., etc. Mais enfin, ça, il faut laisser ça. Oui. Merci pour votre réponse. Madame Hérodi. Oui, merci. Question pour Gilles Bertoulus. Concernant les mesures compensatoires, seuls 14 plans de gestion sont consultables sur les 24 prévus. Est-ce normal? Quand seront-ils disponibles vu qu'ils devaient être validés en septembre 2023? Le site 25 est-il enfin défini? Ce site a été ajouté suite à la mise en demeure d'Atosca. Peut-on savoir où se trouve-t-il et quelle surface et sa superficie? Concernant la zone à fort enjeu à la Crémarbre, vous avez dans un premier temps déclassé cette zone sans autorisation et commencé à couper les arbres. Grâce à l'occupation de cette zone et à l'OFB, il a été démontré que cette parcelle est bien à fort enjeu et ne peut être défrichée qu'à partir du 1er septembre, en respect de la mesure MR03 de l'arrêté du 1er mars 2023. Comment expliquez-vous que vous n'avez pas respecté cette mesure et commencé l'abattage? Vous engagez-vous à faire respecter cette mesure par Atosca? Je vous remercie. Pardon. Je ne suis pas sûr qu'on puisse vous tenir responsable de tout, mais vous allez nous le dire. Non, mais d'ailleurs, sur le sujet de la Crémarbre, moi, je ne suis pas en mesure de vous répondre précisément, parce qu'effectivement, alors c'est... si vous voulez, c'est suivi, il y a des expertises qui ont été menées, effectivement, des reconnaissances, il y a des échanges qui sont en cours avec l'ADREAL. Dont je ne suis pas dans le détail non plus de tous les sujets environnementaux, effectivement. Donc voilà, j'aurais du mal à vous apporter des réponses précises sur ce sujet-là en particulier. C'est pas vous qui êtes intervenu là-dessus, c'est ça? Comment? C'est vous qui êtes intervenu? Non, pas du tout. Ah, c'est pour ça. On se demande bien qui est intervenu. Il faudra demander. Bah oui, mais on demande, mais personne ne nous dit. On va auditionner le concessionnaire, on aura bien les réponses. Hein. Bah oui, ça va pas tarder. Sur le sujet des plans de gestion, effectivement, tous n'ont pas été transmis puisque certains n'ont pas été validés par les services de l'État. Et donc, effectivement, ceux qui n'ont pas encore été validés, qui font l'objet des approfondissements qui étaient évoqués, notamment dans le cadre d'études plus détaillées de leur mise en œuvre, ceux-là n'ont pas encore été transmis, effectivement. Et ça suppose que les services aient donné leur aval avant de pouvoir les transmettre. Je me permettre Pardon. Allez-y, je vous en prie. Ouais, me permet d'apporter de précisions s'agissant de... D'abord, effectivement, donc, vous l'avez compris, réaliser une autoroute, c'est un système complexe, donc il y a beaucoup d'intervenants. Nous, notre responsabilité, pour reprendre vos propos, c'est aussi dans le cadre, et c'est très précis dans le cadre de la maîtrise d'œuvre. Nous, on a un devoir de conseil auprès de notre maître d'ouvrage. Donc, je peux vous garantir que sur le respect des autorisations, etc., nous exerçons notre devoir de conseil dans les instances qui vont bien, les gouvernances qui vont bien. Ça, c'est pas toujours obligé de suivre les conseils. Ça, c'est la première chose. Donc, après, sur le cas particulier de la Crémarde, il faut comprendre que sur le suivi environnemental du chantier, il y a plusieurs responsabilités. Donc, il y a celle du constructeur, il y a celle du maître d'œuvre. Et donc, c'est un système un peu complexe. Et il y a notamment un plan de contrôle qui est précis, qu'on pourra vous faire parvenir si vous le souhaitez. Voilà. Et donc, voilà, ce qui explique que Gilles ne connaît pas forcément en détail ce sujet, puisqu'il y a aussi des ingénieurs environnement dans le groupement constructeur qui sont en charge aussi d'appliquer de suivre ces sujets-là. Voilà. La réglementation. Alors, pas forcément de s'auto-appliquer, mais en tout cas, voilà. Donc, ça, c'est le point que je voulais souligner.
Madame Mérodi, Madame Ferrer aussi également. Oui, vous n'avez pas répondu sur le site 25. Est-ce qu'il est défini et où se trouve-t-il et quelle est sa superficie? Il est défini, effectivement. Il y a un plan de gestion qui a été élaboré, mais il n'est pas encore diffusé. Donc, voilà, je ne voudrais pas vous donner des informations erronées là, aujourd'hui. Donc, je pense qu'on pourra vous répondre, effectivement, et vous préciser ce qu'il en est. Ouais. Merci. Madame Ferrer. Merci, Monsieur le Président. Donc, ma question porte sur les méthodologies, en fait, pour délimiter les zones humides. Et donc, cette méthode d'identification indiquée par Atosca est conforme à celle préconisée par le ministère, mais elle n'a pas été appliquée avec la rigueur nécessaire par le bureau d'études Biotope. Ce sont les propos donc, de M. Jacques Thomas que nous avons auditionnés il y a quelques jours. Donc, M. Thomas est ingénieur écologue et pédologue qui a 30 ans d'expérience dans le Tarn au sujet des zones humides continentales, et il a produit en novembre 2023 un rapport sur les zones humides du tracé de l'A69. Il est dans son rapport très critique sur le sérieux du cabinet Biotope sur de nombreux points, et notamment sur la méthodologie de délimitation des zones humides qu'il qualifie d'inadaptée, d'incohérente et d'insuffisante. Ainsi, seulement 0,4 sondages par hectare de l'aire d'études rapprochée du projet ont été réalisés, soit 685 pour 1637 hectares, contre 2619 attendus. C'est 25% du travail nécessaire qui a été réalisé par Biotope, contre ses propres recommandations et la méthodologie de l'État. Ainsi, les relevés sont-ils suffisamment précis pour garantir qu'il y a bien 22,59 hectares de zones humides susceptibles d'être impactées? Donc c'est ma question. Ou ce chiffre est-il potentiellement sous-estimé? Et ne serait-il pas pertinent d'avoir une contre-expertise? Je vous remercie. Messieurs, pour votre réponse. Moi, sur ce sujet-là, c'est un peu délicat. Je n'ai pas l'expertise de M. Thomas, alors je ne le connais pas. Le rapport, on n'en a pas connaissance non plus à ce stade. Donc c'est un peu délicat. La délimitation des zones humides, elle a été faite par Biotope. Donc effectivement, ça vous a été exposé. Nous, on travaille avec Biotope, comme l'a rappelé Thibault, sur de nombreux projets, mais pas que avec Biotope. Ce n'est pas un partenaire habituel. C'est un partenaire parce que les maîtres d'ouvrage leur font confiance et ils ont quand même une expérience sur un certain nombre de projets, y compris sur ces sujets de délimitation de zones humides et de mesures associées. Nous, ce qu'on a regardé ou ce qu'on a éventuellement discuté avec Biotope, c'est effectivement les méthodologies. Est-ce que c'est les méthodologies parce que nous, on travaille également sur d'autres projets avec d'autres partenaires. Donc, Thibault a rappelé un certain nombre de grands projets d'infrastructure. Le sujet des zones humides, il est constant aujourd'hui. On est toujours confronté quasiment systématiquement sur tous les projets d'infrastructure neufs en particulier à des sujets de zones humides. Donc ce à quoi on est vigilant, effectivement, c'est de s'assurer que les méthodos qui sont proposés par les bureaux d'études sont celles qui sont prévues, qu'on fait leurs preuves. Et voilà, je comprends qu'il y a une divergence de point de vue entre l'OFB, effectivement, et Biotope, probablement avec M. Thomas, mais je comprends aussi que M. Thomas, c'est un opposant, donc j'imagine effectivement que... Oui, mais qui s'oppose au projet. Oui. Mais du coup, c'est difficile de se prononcer. On n'a pas, nous, l'expertise de délimitation des zones humides. Donc voilà, c'est difficile d'en dire plus à ce stade. Peut-être compléter que des méthodos qui ont été évoqués par Biotope, effectivement, la délimitation est plutôt maximaliste, de ce que j'en ai entendu. Donc voilà, ça va plutôt dans le sens d'une sécurisation de l'impact sur les zones humides. C'est effectivement ce qui nous a été précisé, notamment par l'OFB sur... Oui.
Oui, en fait, je voulais juste rebondir là sur ce que vous disiez. Donc, au niveau de la méthodologie, vous n'avez pas étudié le rapport de Monsieur Thomas. D'accord. Donc, en fait, oui. Voilà, vous ne l'avez pas. Donc, en fait, le fait qu'il y ait comme ça, quand même, un expert qui, en plus, a travaillé sur un rapport et qui connaît bien la situation de l'A69 pourrait aussi faire l'objet d'une nouvelle expertise de votre part, éventuellement. Est-ce que c'est ce qui est prévu dans le cadre du comité de suivi? Non. Pas à ce stade, enfin Pas à ce stade. pas à notre connaissance. Je voulais juste, avec un peu d'humilité, c'est plus facile de faire la géométrie de l'autoroute que de traiter ces matières vivantes. Voilà, donc vous nous posiez une question dans le cadre des questions écrites, notamment s'il existe des risques d'erreur sur nos analyses, etc. Alors quand on parle de vivant, il faut rester très humble, ça bouge beaucoup le vivant. Voilà, donc il y a des évolutions plutôt plus ou moins rapides, plus ou moins favorables. Ce qu'on essaye de faire en tant qu'assemblier de ces études, c'est qu'on soit toujours du bon côté. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y ait un risque de sous-estimation de ces zones humides, compte tenu des méthodologies qui sont appliquées. Puisque quand il n'y a pas assez de sondage, voilà, Biotoc proposait de prendre l'ensemble de la parcelle, si j'ai bien compris, hein, Gilles. Voilà, donc ça, c'est ce genre de choses auxquelles nous, on fait attention pour ne pas sous-estimer l'impact de l'infrastructure. Après, effectivement, si on fait appel à des experts comme Biotop, c'est parce que nous n'avons pas cette expertise en propre et que donc, à un certain moment, on est en limite de capacité pour analyser les préconisations des experts. Voilà, simplement, notre rôle, c'est justement de veiller à ce qu'on se trouve toujours du bon côté de la barrière sur l'estimation de l'impact de l'infrastructure. Merci. Plus d'autres questions? Si, Madame Stenbach. Merci, Monsieur le Président. Et du coup, juste pour rebondir sur la question des zones humides, est-ce que vous pouvez du coup nous confirmer justement que la transparence hydraulique, à nouveau, là en matière d'alimentation des zones humides, elle sera bien assurée sur les secteurs du Bernazobre et à Morins-Scopon? Alors, il y a effectivement des mesures spécifiques qui ont été prévues pour permettre de maintenir l'alimentation de certaines zones humides. Je ne parle pas de l'ensemble des zones humides parce que vraiment les cas sont très différents d'un secteur à l'autre. Mais donc effectivement, ce que vous évoquez, c'est le maintien de la transparence de l'infrastructure pour préserver l'alimentation de certaines zones humides en aval. Et donc il y a effectivement des dispositions techniques qui sont prévues au droit de ces secteurs-là, qui sont des dispositions techniques en base de remblai et qui ont pour but cette continuité de l'alimentation vers la zone humide, effectivement. Et dans certains cas, c'est des ouvrages hydrauliques qui permettent aussi de restituer les écoulements en aval. C'est effectivement une disposition technique, c'est la mesure MR20 de mémoire du dossier dérogation espèces protégées. Enfin voilà, c'est une des mesures de réduction identifiées dans le dossier qui décrit cette disposition technique et qui est cartographiée effectivement aux endroits où elle est préconisée justement pour maintenir ces écoulements. Madame Héraudy et Madame la rapporteure pour terminer. Oui, merci. Pour revenir sur la zone à fort enjeu de la Crémarbre, vous étiez, M. Bertolus, au comité de suivi le 1er février. Vous validiez donc le déclassement de cette zone et du coup les abattages de la coupe des arbres. Sur quoi vous êtes basé et pourquoi n'avez-vous pas respecté du coup la mesure MR03? Alors, je ne suis pas sûr, le comité de suivi n'a pas vocation à valider un déclassement quelconque de la zone. Enfin, je n'ai pas souvenir, alors peut-être que ce sujet a été évoqué au comité de suivi des mesures compensatoires. Du coup, à ce comité de suivi,
comment dire, la coupe des arbres a été annoncée ou validée? Probablement, ce qui a été annoncé, enfin, il faudrait reprendre le compte-rendu du comité de suivi. Il y a un compte-rendu qui a été diffusé, hein, donc il est tout à fait accessible. Il faudrait reprendre les termes exacts du compte-rendu, mais ce qui a probablement été effectivement expliqué, c'est qu'il y aurait des travaux de débroussaillage et de défrichement qui étaient prévus effectivement dans la période qu'il permettait, quoi, une reprise des travaux de débroussaillage, effectivement. Après, ce n'était pas, me semble-t-il, spécifiquement la crème arbre. Ça faisait partie effectivement des secteurs à défricher, mais voilà, ce n'était pas spécifiquement la crème arbre, me semble-t-il, qui a été évoquée au comité de suivi. Cette zone-là était protégée jusqu'au 1er septembre. Donc voilà pourquoi avoir laissé faire du coup ou ne pas s'être interposé pour empêcher cela. Encore une fois, il y a un ingénieur écologue sur le chantier, il y a un bureau d'études voilà, qui... alors peut-être faudrait... Enfin, Biotop est en charge notamment du suivi environnemental sur ces aspects-là et d'assister le constructeur justement dans le respect de ces périodes-là. Donc, on lira avec attention le rapport du comité, le compte-rendu du comité de suivi. Madame la rapporteure. Oui, alors moi je voulais vous remercier d'abord pour vos interventions qui nous ont éclairés à plusieurs égards. Alors, le premier égard, c'est de savoir d'où on parle. Et le fait est qu'en ce qui vous concerne, vous parlez, alors vous avez utilisé ce mot d'assemblier. Je pense que ça correspond bien, ça doit être un mot technique de votre monde, mais qui me paraît être très clair, d'assemblier de l'ensemble des intervenants, sans pour autant vous-même faire les expertises qui vous sont communiquées. Pour autant, en tant qu'assemblier, vous devez vous assurer, j'imagine, que ces expertises sont de qualité, et donc, à ce titre-là, vérifier à la fois les méthodologies, mais quand même, au-delà de la méthodologie, j'imagine quand même la véracité, parce qu'on peut très bien vous dire la méthodologie est utilisée, ben, finalement, au bout du compte, on sait la réalité concrète de la mise en œuvre de cette méthodologie n'a pas été assurée. Donc moi, je suis quand même un petit peu surprise, notamment par rapport à ce que vous nous dites sur Biotop, que vous êtes assuré la méthodologie, pour autant, vous ne semblez pas, mais je me trompe peut-être, vous êtes assuré de concrètement la réalité des constatations qui ont pu être faites. Et c'est tellement contesté aujourd'hui que c'est quand même un élément qui me paraît être majeur, à la fois sur la définition et la qualification de ces zones humides, et sur ensuite les mesures compensatoires, parce que c'est des enjeux quand même extrêmement importants, et vous le reconnaissez vous-même. C'est pas pour réouvrir le débat, mais c'est quand même un sujet qui méritera, et on reviendra dans d'autres auditions, d'être creusé. Donc ensuite, sur le sujet des besoins en eau de chantier, je voudrais quand même y revenir, parce que 120 000 mètres cubes par an, vous nous dites qu'ils sont sur des zones qui ne sont pas des cours d'eau, etc. Mais enfin, c'est le lieu-dit du moulin de Pastelier, c'est le lac de Messal, c'est le lac de Gênes. Ce ne sont pas des lacs morts, ils sont alimentés par des cours d'eau. Et donc, si on prélève sur ces lacs, eh ben, ça veut dire qu'il y en aura moins dans le lac ou il y en aura moins dans les cours d'eau, mais à tout le moins, il y aura quelque chose qui manquera. Et si ça manque au niveau de l'eau, ça manquera pour des pratiques agricoles, peut-être, mais ça manquera aussi par rapport à tout l'effet de l'irrigation souterraine que les cours d'eau font, puisque ce ne sont pas des canaux qu'on a dans le Tarn, c'est pas avec des berges en béton, donc ça irrigue par capillarité. Et donc moi je suis surprise, alors également 4000 mètres cubes dans le Sort, 5000 mètres cubes dans le Sort, et dans le lac du Messal, c'est 7000 mètres cubes. Donc moi je suis surprise que cette dimension-là, vous ne l'ayez pas, en tant qu'ensemblier, mesuré à hauteur de quand même l'importance de ces captations d'eau dans un département qui, comme vous en avez également convenu, aujourd'hui souffre par rapport à cette question de manque d'eau, et en plus par rapport à un chantier qui, lui, va se dérouler été comme hiver. Et donc l'été, une fois qu'on aura capté cette eau, elle manquera ailleurs, hein.
Je suis là sur ce sujet-là, autant sur le premier. J'entends bien que, bon, voilà, on posera des questions par ailleurs, mais sur ce sujet-là, que vous n'ayez pas mesuré ou pris la mesure ou l'impact que ça va avoir sur la disponibilité en eau dans les années, dans les mois et années à venir. Oui. Alors on va vous laisser répondre, hein, parce que c'était pas le mot de la fin, c'était là pour le coup, on va vous laisser répondre. Juste sur ce sujet des prélèvements d'eau, juste pour vous dire que c'est très encadré et très surveillé par la DDT, effectivement. Et donc, si vous voulez, ça fait l'objet de... comment dire, les prélèvements sont comptabilisés et font l'objet d'informations de la DDT qui vérifie effectivement que ça respecte le cadre de l'arrêté préfectoral. L'arrêté préfectoral prévoit effectivement un certain nombre de prélèvements. Donc voilà, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, c'est très contrôlé par la DDT. Et voilà. Je ne vous ai pas parlé de la suite, mais c'est prévu, je vois bien que c'est prévu. Ouais. Est-ce que vous voulez apporter un complément de réponse peut-être sur votre qualité de superviseur, moi je dirais? Oui, effectivement, notre rôle, c'est de vérifier que les arrêtés sont bien, dans le cadre de la maîtrise d'œuvre, sont bien respectés et alertés dans ce cas-là. Ça, c'est sur l'eau. Je voudrais juste revenir à ce que vous disiez sur la qualité d'ensemblier. Voilà, on fait pas que l'assemblier, on a aussi des expertises. On a parlé de l'hydraulique. Simplement, un certain nombre de ces expertises, on n'en a pas parlé aujourd'hui, parce que c'est pas forcément dans le domaine de l'environnement. Voilà, il y en a certaines, hein, les expertises paysagères, hydrauliques, qui sont connexes et qui... mais voilà, je ne voulais pas laisser dire qu'on fait que l'ensemblier ou l'assemblier. Voilà, simplement sur les zones humides, voilà, nous on est, voilà, c'est des choses qui nécessitent de la recherche, des années d'expérience et que nous dont on peut pas se prévaloir. Voilà. On a bien compris vos explications. Après plus de 2 heures d'audition, je tenais à vous remercier vraiment pour la qualité de vos réponses et de vos interventions. Voilà, vous remercier d'avoir, je crois, répondu à l'ensemble des collègues présents cet après-midi à cette audition. Merci, messieurs. Dans une salle surchauffée. Dans une salle surchauffée. Merci, Madame la rapporteure, je confirme. Eh bien, nous nous retrouvons demain après-midi pour poursuivre nos auditions. Merci, messieurs.